tant mieux peut-être, je sais pas. Enchanté. Moi, je m'appelle Stéphane, je vais vous parler de bugs parce que j'aime pas les bugs, donc c'est pour ça que j'en parle. Je vais vous partager ce que j'ai appris depuis à peu près 1 an et demi, que je me suis sérieusement mis à une pratique qui s'appelle le Lean, que certains connaissent peut-être parmi vous, et les approches que j'ai pu tester pour pouvoir essayer de combattre les bugs et les éliminer. Et je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle la méthode Piscar. J'espère que ça va vous servir. Donc, hop, j'essaie de scroller en même temps, vous voyez, c'est un peu pénible. Voilà, le plan, je vais parler un peu de moi parce que quand même, pour vous dire bonjour. Et après, je vais vous raconter un petit peu tout le problème avec les bugs. Donc, dommage, j'avais volontairement tout déplié, mais j'ai raté, pardon. Bah, je vais devoir faire ce geste-là. Je vais y arriver. Yes, non, je ne vais pas y arriver. C'est en miroir, si tu regardes directement. Ah, merci. Oh là là, le mec. J'ai déjà utilisé un ordinateur avant de venir, je vous promets. Mais c'était il y a longtemps. Bah voilà, ça marche. Salut, ça c'est moi. Vous reconnaissez à mon suite, même s'il n'est pas sur la même couleur. Donc je suis développeur, enfin je l'ai été surtout. J'ai commencé il y a plus de 18 ans. 2008, j'ai cofondé une agence de développement qui s'appelle Captive. C'est une agence qui développe des logiciels, des applis en mode SaaS et des applis mobiles pour des startups et des PME. Et j'ai commencé à utiliser Ruby on Rails à la version 1.2. C'était donc il y a un petit moment. Ce qui est important pour moi, c'est de créer des applications utiles. J'ai défini ce que ça voulait dire utile pour moi. Utile, ça veut dire qu'elle est utilisée. Sinon, ça ne sert à rien. Ça m'est déjà arrivé, ça fait mal à l'ego. Et elle simplifie le quotidien d'au moins une personne. Voilà. Pour vous... Ah oui, pardon, il y a un miroir, merci. Merci de me le redire dans ma tête. Voilà, donc globalement, ce qu'on fait chez Captive, je vous l'ai dit, on développe principalement des applications SaaS, souvent internes, ou des problématiques d'optimisation, de productivité globalement, ou des nouveaux services grand public. J'ai deux exemples juste pour vous montrer un petit peu sur quoi on a pu travailler. Digitalisation, on travaille avec une association qui s'appelle l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. C'est une association à but non lucratif qui aide les familles des sapeurs-pompiers en difficulté. Et en fait, donc on a fait tout ce qui est dématérialisation de demandes de prestations, suivi de dossiers. J'imagine que vous imaginez assez bien ce que c'est. Enlever toute la paperasse et faciliter la prise de décision, c'est globalement l'enjeu de ce genre de sujet. La problématique avant qu'on commence, quand il y avait une demande de prestation, ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois. Et avec la digitalisation, on est passé entre 2 et 3 semaines. À droite, c'est un autre exemple, une application mobile qui avait été développée en offshore en 2009, qui était tout buggée. L'application s'appelle Vera, nous on l'a réécrite en 2-3 mois, là, à partir du mois de mai. Et les derniers résultats, j'ai mis à jour hier. Bah, effectivement, ça marche super bien. On a changé l'UX, comme vous voyez. On a 53 000 utilisateurs. Il y en a plus de 6 500 nouveaux utilisateurs par semaine. Et 681 000 vêtements dans la base de données. Plus de 15 000 vêtements qui sont rajoutés. Alors c'est assez fou, encore une fois, je le redis, parce qu'à chaque fois, je trouve ça dingue qu'il y ait des gens qui prennent en photo des habits et qui les mettent sur une application. Et ils font ça aujourd'hui plus de 15 000 fois par jour. Et donc, effectivement, c'est le genre de sujet qu'on est amené à traiter. Mais pourquoi j'aime bien parler de bugs? Ou plutôt parce que j'aime pas les bugs. Parce qu'en fait, je trouve que dans l'informatique, depuis que j'ai commencé, comme vous l'avez compris, il y a longtemps, il y a deux approches. Il y a ceux qui disent que, il y a ceux qui disent les bugs c'est normal, c'est la vie. On est en train d'essayer d'éduquer les gens au fait qu'on va vivre avec des bugs. Et une des manières un peu soft que je déplore, c'est quand on va sur les messages d'un App Store et qu'on regarde les release notes, on va voir ça tout le temps. Vous savez, moi, je suis papa de 2 enfants. J'ai une fille qui a 6 ans et elle connaît le mot bug. Moi, à 6 ans, je ne savais pas ce que c'était un bug. Donc voilà, là on a quelques exemples, Booking, Uber ou Le Monde qui fait ses release notes et qui dit on a corrigé des bugs. Mais pourquoi c'est aussi un problème, au-delà du problème philosophique, pourquoi c'est aussi un problème pour moi ou pour nous chez Captive, puisque en tant qu'agence de développement, quand on fait quelque chose qui est buggé, on a des problèmes parce qu'on a des clients qui ne sont pas contents de payer des développeurs qui leur produisent des bugs, mais ça j'imagine que vous connaissez même quand c'est en interne. Et après on va discuter de est-ce que vraiment il faudrait que je vous paye pour votre travail qui est buggé. Donc ça c'est pas des discussions qu'on a envie d'avoir, évidemment, c'est chiant. Et puis évidemment aussi pour les équipes, parce qu'en fait vous le savez, pour travailler sur des bugs, c'est pas forcément toujours la chose la plus fun qu'on puisse être amené à faire quand on travaille. Alors, traditionnellement, comment on fait pour corriger un bug? Je pense que vous connaissez cette approche. On dit, ah tiens, il y a un bug, étape 1. 2, on va dire, c'est quoi? Je vais regarder. Ah, j'ai trouvé. Je vais corriger. Je vais déployer le fixe. Et je vais prendre une bière. En tout cas, je suis content. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aussi, traditionnellement. Et ensuite,
un peu plus tard, ce que moi j'ai observé en quelques années de carrière, c'est que le même bug, ou presque, revient et recommence. Et donc ça, c'est chiant. Mais je me suis posé la question, du coup, pourquoi les mêmes bugs reviennent toujours? Et là, je vais faire un petit détour sur des modèles que j'utilise, qui sont un peu presque, on va dire presque de la psychologie de comptoir, mais pas vraiment. Il y a des vrais gens qui ont travaillé là-dessus. C'est juste que moi, je ne suis pas forcément compétent, mais je les utilise. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux systèmes de décision du cerveau. Il y a un bouquin qui est écrit en dessous, là, qui s'appelle Thinking Fast and Slow, voilà, qui parle de ce sujet-là. Et donc, on a deux manières de réfléchir. On a le système 1 qui est l'intuition, enfin la réaction très très rapide. Voilà, on voit rapide, instinctif, inconsciente. Et c'est presque automatique, et c'est comme ça qu'on prend nos décisions au quotidien. Et puis, il y a le système 2, qui est une réflexion un peu plus consciente, un peu plus lente, et qui nous permet, en fait, un peu plus fiable aussi, et qui nous permet de prendre des décisions plus complexes. Donc ça, c'est un truc qui existe, et un autre truc qui est utilisé, un autre modèle d'apprentissage dans les entreprises qu'on voit, c'est l'apprentissage en double boucle. Ici, à gauche, c'est la simple boucle, c'est la plus classique, c'est-à-dire qui est un peu l'équivalent du système 1 qu'on avait tout à l'heure. On exécute, et du coup, en fait, on n'adresse pas les problèmes qui sont récurrents et les problèmes qui sont plus profonds. Donc, en fait, c'est un peu le modèle qu'on avait tendance à voir, que j'ai tendance à observer avec un bug. On voit le bug, on le corrige, on déploie, et voilà, on a fini notre simple boucle. Mais ce qu'on ajoute ici, c'est ce qu'on appelle la double boucle, donc qui en fait est plus liée au système 2, vous l'avez compris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous incite à comprendre les causes racines des problèmes qu'on a afin de pouvoir les éliminer. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment cette notion de comprendre quelle est la cause racine, pourquoi le bug a été provoqué, et comment est-ce qu'on peut enlever cette cause racine. Et donc, comment on creuse les causes racines? Je vous ai dit tout à l'heure que je pratiquais le Lean. Et il y a un outil Lean qui est très répandu, très connu, qui s'appelle le PDCA. Il est là. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent le PDCA? Je vois des mains qui se lèvent, cool. Donc, le PDCA, c'est un acronyme. C'est une espèce de méthode de résolution de problèmes qui a été introduite dans les années 1950 au Japon par un Américain, qui s'appelle Deming, et c'est pour ça que parfois vous le connaîtrez sous le nom de la roue de Deming, et qui consiste à dire que pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire en sorte que dans une entreprise, l'entreprise s'améliore, pour qu'on pratique ce qu'on appelle l'amélioration continue, eh bien, la meilleure manière de faire, c'est de passer par 4 étapes. La première étape, le P, la planification. La deuxième étape, le D, la réalisation. D'où le C, check, vérification, et donc le A, amélioration. Et donc j'aime bien ce dessin parce qu'on met une cale derrière pour essayer de continuer notre progression. Et c'est en gros un outil utilisé dans les entreprises qui pratiquent le Lean, mais même d'autres, pour s'améliorer continuellement et doucement. Là où je fais le lien, c'est qu'en fait, on pourrait croire, c'est que dans le PDCA, c'est une approche de résolution de problèmes, mais en fait, c'est aussi une manière d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est un framework pour apprendre. C'est pour ça que c'est utilisé dans les entreprises apprenantes et qu'en fait, on fait souvent le lien entre le Lean et l'apprentissage collectif dans une entreprise. Et là, je vais vous parler du PISCAR, je reviens un petit peu le lien. Le PISCAR, ça veut dire quoi? C'est un acronyme. Je crois que ça veut aussi dire poisson dans une langue, je ne sais pas laquelle, mais ce n'est pas ça dont je veux parler. C'est que PISCAR, donc l'acronyme, c'est pour retenir P pour problème, I pour impact, S comme situation, C cause, A action, R résultat et E enseignement. Et je ne sais pas si on le voit bien avec les couleurs là, mais en fait les 4 premiers, P, I, S, C, ils sont en fait ils sont en bleu, ce qui correspond en fait au P du PDCA, plan. Et là le D, C, A, Do, Check, Act sont les 3 dernières. J'aime bien ce format en fait de résolution de problèmes. Donc c'est un PDCA en fait, c'est-à-dire c'est une manière de faire de la résolution de problèmes en utilisant un PDCA, mais qui nous incite à vraiment passer le maximum de notre temps à comprendre le problème qu'on cherche à résoudre avant même d'essayer de le résoudre.
Donc là, je vous montre un peu. Donc nous, c'est le modèle qu'on utilise chez Captive. Donc vous l'avez compris, hein, on utilise Notion. Et donc, on a un template de Piscar qu'on peut utiliser dans le cadre de résolution de problèmes. Et donc, voici ce qu'on cherche à réaliser à chaque étape. Donc la première chose, c'est d'essayer de comprendre le problème. Donc un problème, notre définition, c'est un écart entre une situation qu'on constate et une situation qu'on voudrait avoir. Donc on passe du temps à formuler donc, le problème. On essaie de se poser la question, quel est l'impact d'avoir ce problème? Pourquoi c'est important qu'on s'intéresse à ce problème-là? Est-ce que vraiment il est important? Quelle est la situation? Donc quelles sont les conditions dans lesquelles ça s'est produit? Et là, on va après vraiment s'intéresser aux causes. Et surtout, on va formuler des hypothèses. Comment ça se fait qu'on a été amené à introduire ce bug initialement? Et puis, on met notre plan d'action, on regarde les résultats. Et ensuite, on essaie de capitaliser ce qu'on a appris donc dans des enseignements pour essayer de faire en sorte que plus jamais on reproduise ce même problème plus tard. Donc là, je vais vous montrer un exemple de la vraie vie qu'on a rencontré. J'ai pris un truc assez simple exprès, parce que c'est le genre de problème qu'on aurait pu en fait, juste dire on ne s'y intéresse pas plus que ça. Donc, vous voyez, on utilise Trello, il y a une fonction à développer, elle est développée, puis à un moment, il y a quelqu'un qui fait une revue design et qui dit il y a un problème d'écart entre le champ et le bouton. Voilà, je ne sais plus quel était l'écart qu'il fallait avoir, mais en gros, il y a ça, et on se dit ok, super. Donc, classiquement, c'est le genre de retours qui sont toujours un peu désagréables, mais bon, vous dites ok, très bien, super, je vais changer, je vais mettre la bonne valeur, je vais refaire ma PR, et puis je vais balancer, et puis on n'en parle plus. Mais, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est assez gros, c'était la 4e fois en moins d'un mois. Donc autant dire qu'au bout d'un moment, c'est pénible pour tout le monde de se retrouver tout le temps à dire dès que j'essaie de faire passer une évolution, il y a un designer qui passe derrière et qui dit non, c'est pas bon, t'as pas respecté la maquette. C'est peut-être le genre de choses que vous avez déjà vécu. C'est agréable pour personne. Et du coup, pourquoi c'est un problème important? C'est qu'en fait, déjà, on a une feature qui est bloquée. Alors, parce qu'on a un designer, pour le coup, qui ne travaille pas forcément tous les jours sur ce projet-là, donc il faut attendre qu'il revienne pour revalider, pour rediscuter. Il y a l'aspect, évidemment, retravail. Voilà, il faut refaire une nouvelle PR, il faut revérifier derrière avec le designer, est-ce qu'on est d'accord, c'est bon, c'était bien 16 pixels, très bien, merci, au revoir. Ce qui se passe, c'est que cette feature, du coup, elle ne part pas en prod, parce que, en l'occurrence, on est dans le cadre d'une équipe qui va en prod à peu près une fois par semaine, donc on attend une semaine. Derrière, les personnes du produit qui voulaient cette fonctionnalité-là, en général, c'est pour vérifier certaines hypothèses sur les utilisateurs, ne peuvent pas valider leurs hypothèses et on repousse tout d'une semaine. Donc au bout d'un moment, c'est quand même pénible, puisque on cherche de manière générale à essayer de raccourcir nos boucles de feedback. Alors, quand on regarde, là je vais rentrer un peu plus dans le détail technique, c'est qu'on se rend compte, quand on regarde le code, qu'il n'y a pas de line 8. J'ai fait exprès de prendre du CSS involontairement. Et on me pose la question, pourquoi il n'y a pas de line 8? En fait, le développeur qui a codé la feature initialement, il dit oui, moi je ne me suis pas inquiété du line 8, je pensais que c'était une propriété standard, j'étais juste en train d'écrire un paragraphe. Donc voilà. Et là, on cherche. Est-ce qu'on a des problèmes avec nos line 8? Et on fait une petite recherche dans tout le CSS et on dit combien de fois il y a la propriété line 8 et on se rend compte qu'il y en a 35. OK. Et on continue à chercher, OK, mais sur les 35 line 8, c'est quoi la proportion de line 8 qui ne sont pas OK par rapport aux maquettes qu'on avait reçues sur Figma? Et sur les 35, il y en a 25 qui ne correspondent pas. Ça commence à faire un beau ratio quand même. Donc voilà, là j'ai un screenshot, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour illustrer le travail. Là c'est une partie du travail qui a été fait en regardant au cas par cas les line 8, les font size, etc. Avec le petit warning, attention, c'est pas OK. Donc on passe à l'étape d'après. Pourquoi systématiquement on a des problèmes de line 8? Alors première hypothèse qui sort tout de suite, le design est incohérent. Ça n'arrête pas de changer d'une page à l'autre, c'est pas les mêmes fonts, c'est pas les mêmes font size, c'est pas les mêmes line 8. C'est facile, hein, on vérifie, on regarde sur Figma, effectivement, j'ai vu le tableau tout à l'heure, non, c'est pas vrai, le design pour le coup est cohérent. Ensuite, il y a la deuxième hypothèse, le line 8 par défaut, en fait, il n'était pas bon. Oui, c'est vrai. Je vous disais, l'hypothèse de cause, c'était que le développeur, il pensait qu'il n'y avait pas besoin de définir son line 8 parce que c'était celui par défaut. Et effectivement, il n'a jamais été déclaré, donc la valeur de base, elle n'était pas bonne. Et donc, comme vous l'avez imaginé, elle a été surchargée plein de fois, mais la valeur de base n'était pas correcte. Et donc, ça, c'est vrai. Une troisième hypothèse qu'on constate, c'est que le line 8 n'est pas toujours bien utilisé, ça peut dépendre des pratiques de l'équipe, mais parfois il est utilisé évidemment pour
pour l'écart sur la typo, mais il est aussi utilisé parfois pour faire du centrage vertical. Et du coup, ça pose d'autres problèmes. Et effectivement, on confirme, c'était la troisième hypothèse, et on a validé cette hypothèse, c'est bien ce qui s'est passé. Donc une fois qu'on a compris ça, on se dit, bon, ben, on va commencer à mettre un plan d'action. Donc là, j'ai quelques exemples. Première chose, c'est le premier truc qu'on fait, évidemment, on débloque la feature avant même d'aller plus loin. Hein. Donc le line 8, on le corrige, c'est bon, c'était un RM, très bien, c'est parfait, ça part en prod, on peut régler tous les problèmes, enfin, on peut débloquer la feature. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte de ne plus la reproduire. Donc là, on se dit, ben, très bien, on va commencer à mettre en place des mix-in pour la typographie. Donc le texte, voici le font size de line 8, le texte en XS selon une échelle de typographie. Voilà, bon, on commence à définir, je vous ai mis 2 exemples, et puis ensuite, vous l'imaginez bien, on commence à utiliser les mix-in un peu partout dans le code, et surtout dans le body, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a jamais été déclaré. Et à la fin, on corrige les centrages verticaux. Je n'ai pas mis l'autre. Alors qu'est-ce que ça donne d'avoir fait ça? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate, au bout de... Là, ça fait à peu près 6 semaines que ça a été fait, qu'on n'a plus de blocage qui a été détecté pour ces raisons-là. Et donc ça fait plaisir, parce que je vous avais dit que tout à l'heure, on en avait 4 en un mois. Donc évidemment, c'est toujours très frustrant. Et donc on n'a plus de problème de taille de typo ou de line 8. Et la dernière étape du PISCAR, donc les enseignements. Et qu'est-ce qu'on comprend? Et ben, en fait, ça nous a amené, enfin ça a amené l'équipe en tout cas, à commencer à s'intéresser aux notions de design system, à pouvoir commencer à le créer et au moins commencer à le documenter sur une brique toute petite. Hein. Encore une fois, on parle de taille de typo, de line 8, c'est vraiment des petites choses, mais c'est la première étape. Et on commence justement à la documenter, créer un standard sur la typographie d'un design system. Et donc là, j'ai mis un extrait et on dit, bah voilà, voici les tailles qu'on accepte en fait dans cette application. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des design systems, mais classiquement, vous avez dans la documentation du design system une section typographie et puis vous avez ce genre de choses qui sont documentées, ce que l'équipe ne faisait pas. Et donc je terminerai pour un petit peu... Voilà les points clés pour moi, pour ce que j'ai envie d'apprendre et de conclure en fait, de ce partage-là. Se rappeler qu'on réfléchit à 2 vitesses. Donc voilà, le cerveau a 2 vitesses de réflexion, le système 1, système 2. Que c'est globalement le système 2 qui nous permet de progresser, de créer des apprentissages. Donc c'est important de prendre des moments pour réfléchir avec ce système 2 et donc apprendre en double boucle. Qu'on peut justement, le PISCAR, moi je trouve que c'est un outil qui est assez facile à mettre en place. Pour ceux qui s'intéressent au Lean, dans tout ce qui est la famille des PDCA, il y a pas mal d'outils de PDCA, il y a le A3 qui est aussi assez connu et qui est potentiellement un peu plus lourd, plus difficile à appréhender. Là, on est sur quelque chose, grâce à son acronyme, qui est assez adapté, en particulier à l'élimination des bugs. Et donc, si je devais donner un conseil de RIP, si on veut commencer à mettre son équipe, mettre en place l'amélioration continue dans son équipe, 2 par semaine, c'est super. C'est déjà largement assez pour pouvoir commencer à faire pas mal d'apprentissage, passer à peu près 1 heure par bug, donc fait 2 fois 1 heure par semaine, et franchement ça va aller déjà super vite en faisant ça. Et voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis preneur. Vas-y. C'est une personne qui gère du coup le flux de PISCAR ou il y a une équipe qui se monte, qui se discute Alors, tu n'as pas forcément une personne, mais en général, c'est quand même bien tiré par le team lead qui ne peut pas forcément le faire tout seul, qui a besoin d'aller interroger les personnes qui sont concernées, qui ont écrit le code, tu es obligé d'aller chercher la cause racine. Mais c'est assez classique que ce soit le team lead qui tire l'amélioration. Je sens que tout le monde réfléchit un peu comme ça. Oui, alors ça peut être intéressant que tout le monde réfléchisse comme ça, moi je ne vais pas dire le contraire. Après, tu sais, comme toutes les nouvelles, enfin c'est pas vraiment une nouvelle méthode parce que le Lean ça existe depuis peut-être, j'allais dire 100 ans, c'est peut-être pas autant, mais ça existe depuis des décennies. Quand tu fais des nouvelles choses, il faut quand même y aller doucement parce que sinon ça fait mal. Et franchement, il faut s'entraîner, hein. Ça amène à réfléchir quand même, à ouvrir, à ouvrir un peu son cerveau, à ouvrir son regard à d'autres manières de faire. Et ça peut être assez épuisant au début, donc c'est quand même plutôt cool d'y aller. C'est pour ça que je ne recommande pas d'en faire trop. Et c'est aussi pour ça que, pour le coup, c'était moi qui avais initié ce sujet-là, parce que je voyais qu'on n'arrêtait pas d'avoir des problèmes sur les line 8. Je trouvais ça chouette de partir sur un sujet simple. Tu vois, là, encore une fois, on est parti sur des propriétés CSS de base, quoi. Et ça nous amène quand même à nous poser des questions assez profondes, alors que la surface est assez facile.
Je t'écoute. Bonsoir, merci pour la présentation. Je pense que ça fait vraiment rêver de corriger chaque problème une seule fois pour toutes. J'ai 2 questions. J'ai cru comprendre que pour tous les problèmes, vous n'utilisez pas cette méthode. Donc comment vous décidez pour un problème, est-ce qu'on utilise cette méthode ou est-ce qu'on corrige, on n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois? Et la deuxième question, c'est, j'imagine au début de mise en place de cette méthode, il y aura forcément des arguments d'ordre pragmatisme qui sont contre. Et comment vous faites pour convaincre ces gens-là à essayer cette méthode? Merci. Avec plaisir. Donc, du coup, tes 2 questions, quand est-ce qu'on choisit d'analyser un bug ou simplement de le corriger et puis voilà. Et ta deuxième question, c'est comment on fait pour convaincre les autres d'avoir cette approche? Est-ce que j'ai bien résumé tes questions? En fait, comment tu choisis, un peu au feeling, tu choisis les bugs importants, ceux où tu penses que tu vas réussir à obtenir quelque chose, et tu choisis aussi ceux qui sont atteignables. Quand tu te dis ah, c'est un énorme sujet, on ne va jamais y arriver, il va falloir des semaines, ça ne sert à rien, tu vas t'épuiser. Donc en fait, c'est un peu au feeling, tu essaies de prendre des bugs où l'amélioration va t'apporter quelque chose. Si ton problème de line 8, tu l'as une fois par an, peut-être que tu ne vas pas t'inquiéter de ça. Et nous, on ne fait pas ça sur tous les bugs. C'est pour ça que je disais, prenons 2 par semaine, c'est déjà super, quoi. Il faut vraiment prendre ça comme un exercice où tu t'entraînes à résoudre des problèmes. Parfois, tu vas y arriver, parfois, tu ne vas pas y arriver. Et la question, comment tu convaincs les autres, tu ne les convaincs pas. Mais tu ne cherches pas à les convaincre, parce que en fait, c'est déjà une pratique un peu que tu fais pour toi. Mais ce que tu remarques, c'est que, en fait, à force de le faire, tu as des gens qui ont envie de le faire avec toi. Et en fait, tu contamines les gens plutôt que de les convaincre. Si tu vas discuter avec les personnes en disant ah, « Tiens, j'ai envie de savoir pourquoi tu as fait ça, etc. » Tu crées la confiance. Et quand tu arrives à dire « Tiens, voilà ce que j'ai appris, qu'est-ce que tu en penses ?» Si je prends cet exemple-là, bon, ça va, j'ai des bonnes relations avec mes collègues, mais on pourrait imaginer que quand je commence à dire aux gens salut les gars, moi je vais m'intéresser à nos problèmes de line 8, on puisse se dire « Mais Stéphane, t'as que ça à foutre ?» Et quand j'arrive en disant, vous avez vu, j'ai regardé les gars, j'ai fait juste une petite recherche, j'ai vu qu'on a 35 line 8, ça vous paraît ok ou alors ou pas? Et vous imaginez la réponse, c'est bah non, en fait, comment ça se fait qu'on en a 35? Ah, j'avais jamais remarqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu vois, j'ai cherché à convaincre personne. J'ai montré la situation en posant la question, est-ce que c'est normal ou pas? Et tu vas générer en fait des réactions de manière assez naturelle. Au fur et à mesure du temps, tu vas avoir au final une base d'enseignement qui va être de plus en plus conséquente. Comment tu fais au final pour propager les différents enseignements et encore plus pour une personne qui arrive et qui doit probablement absorber une base d'enseignement conséquente? Ouais, donc ta question, c'est à force d'avoir ces enseignements, comment tu fais pour les propager et comment tu fais pour accueillir un nouveau membre qui doit recevoir un peu tous ces apprentissages. J'essaie de la reformuler pour la dire au micro, c'est bien ça? Ouais. Donc, tu as différentes manières. Bah, déjà, nous, on les stocke, mais après, aujourd'hui, je disais, on en a à peu près, ça a monté depuis un mois, mais on doit avoir à peu près 80 enseignements qu'on a capturés dans des standards au niveau de l'engineering. Donc, ça reste un volume qu'on arrive à peu près à gérer. Mais c'est les prochains problèmes qu'on va rencontrer. Et ce que j'ai vu faire ailleurs, ta question, comment est-ce qu'on fait pour accueillir un nouveau membre et pour lui permettre d'apprendre tout ça, bah, en fait, les boîtes qui sont plus avancées que nous sur le sujet, en général, ils ont un plan de formation initial et un plan de formation continue. Donc j'ai vu une boîte qui, quand il y a un nouveau membre qui arrive, ils savent que on va te présenter tous les jours pendant X semaines un sujet qui est déjà avec une roadmap qui est déjà bien établie. Par exemple, on a des standards. Là, on est sur de la typo CSS, mais cette semaine, j'ai partagé nos standards sur l'utilisation de Git. Tu vois, comme c'est quand même un peu la base de savoir utiliser Git, en tout cas d'une manière harmonieuse avec tes collègues, et ça fait partie des premières choses que tu vas enseigner aux nouveaux membres. Et là où tu fais la différence entre la formation initiale et la formation continue, c'est que la formation initiale, c'est globalement ce qui va servir à tout le monde, tout le temps, et après, tu as les choses qui sont plus du just-in-time. Tiens, on va être amené à travailler sur ce sujet, donc on va essayer d'aller se former ou former les personnes concernées à ce qu'on a déjà appris, donc à former à notre standard. Et la personne clé pour faire ça, c'est le team lead, qui en général connaît pas mal la base de standard qu'on connaît. Si tu veux savoir comment il fait, il y a Clément, là, c'est son métier, donc il pourra te dire comment il arrive à réaliser cette magie au quotidien.
Est-ce que ça répond à ta question? Cool. Vas-y. J'ai une question, tu as parlé de système 1 et de système 2. Par rapport à cet apprentissage, quand on a quelqu'un de nouveau qui va absorber de la connaissance, est-ce que ce ne serait pas aussi valide de dire que la nouvelle personne a besoin de prendre les problèmes en face, de faire les erreurs pour vraiment pouvoir apprendre en profondeur? Donc, attends, j'essaie de reformuler la question. Tu parlais des systèmes 1, système 2. Est-ce que quand il y a une nouvelle personne qui arrive, elle n'a pas besoin de prendre... Exactement, d'activer le système, de faire ses propres erreurs pour pouvoir apprendre? C'était ça, c'est un peu... Pour apprendre en profondeur. Alors, sur les théories de l'apprentissage, moi je ne suis pas un expert, mais j'entends souvent des gens dire on ne peut pas enseigner un truc à un adulte. Y en a qui disent aussi on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un de force. Et la meilleure manière d'apprendre, parmi ceux que j'ai entendu dire ça, c'est de dire justement c'est de résoudre des problèmes et d'être confronté à ces problèmes. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, tu as deux manières de répondre à cette question. C'est soit justement, et nous on n'est pas du tout au top là-dessus, on est en chemin, tu vois, mais soit justement de capturer ces PISCAR ou ces PDCA pour dire je te documente ce que quelqu'un a vécu, donc c'est déjà une approximation, tu ne l'as pas vécu toi-même, mais peut-être par empathie, tu comprends quel est le problème qui a été rencontré par tes collègues et donc pourquoi c'est un sujet important. Soit ce que font d'autres, c'est ils te font effectivement te faire l'erreur, mais dans un environnement safe, c'est-à-dire potentiellement dans un moment qui est dédié à ta formation, où tu ne vas pas faire quelque chose pour un client ou pour tes utilisateurs ou qui va aller en prod. Génial, merci.